Madame, Monsieur, bonjour et très ravi de vous retrouver pour un nouveau forum. Le Togo, vous le savez, expérimente depuis plus d'un an la phase concrète du processus de décentralisation, de gestion décentralisée des collectivités locales avec l'élection des maires. Quels en sont donc les acquis et les couacs? Échantillon de réponse avec la commune Golfe 2 à Lomé, dont le maire est avec nous. Il nous fait cet honneur. Docteur Sena Mekokou James Samaglo, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. C'est à vous qu'il faut dire merci pour permettre de faire connaître un peu ce que nous sommes en train de faire, qui constitue un défi majeur de notre pays à l'heure actuelle. Docteur James Samaglo est un politicien de haut rang, mais souvent dans l'ombre. Vous avez été opposant de vieille date. Vos faits d'armes majeurs ont été accomplis, moi je pense, au sein du comité d'action pour le renouveau, le parti de Maître Yaovi Mandi Agboibo, dont vous avez été très proche, je pense à un moment donné même médecin personnel, puisque vous êtes médecin de fonction. Ensuite, à la faveur d'une dissidence bruyante, vous avez posé vos valises au sein des forces démocratiques pour la République, FDR, avec Maître Paul Dodji à Pévon, et c'est avec ce parti que vous avez été élu maire donc de la commune Golfe 2 il y a un an et demi environ. Alors, avant de revenir à notre sujet même, puisque le personnage que j'évoquais tantôt, Maître Yovi Agboibo, a tiré sa révérence, que gardez-vous de lui, Dr James Samaglo? Je vais répéter un mot que Maître Dodji Paul Apevon a prononcé, que c'est son mentor politique. Maître Agboibo, c'est un homme qui m'a séduit dans toutes ses dimensions. Il m'a séduit et je me souviens, quand j'avais fini mes études, j'étais revenu. Je suis allé le voir 3 fois dessus, je ne l'ai jamais rencontré, mais une fois, je passais un dimanche, j'ai vu son véhicule garé devant son cabinet et je me suis arrêté, j'ai tapé, il a ouvert et je lui ai dit, maître, tout ce que vous faites là, il faut créer un parti, rassembler les Togolais pour qu'on ait des résultats. Il m'a regardé, il a souri. Il dit, je suis à la tête de la commission de la CNDH. Quand je vais entrer en compétition pour la conquête du pouvoir, les résultats ne seront plus les mêmes, les difficultés ne seront plus les mêmes. Ça va changer. Je dis oui, je sais que ça doit changer, mais le peuple est à un niveau où ils veulent fructifier l'effort, le talent que vous avez mis en jeu pour qu'on se réveille. Les consciences sont prêtes, même l'adversaire politique qui est là est prêt, sachant que tout a un seuil de saturation et qu'eux aussi savent qu'ils ont atteint leur apogée, ils sont prêts à faire en sorte que ça change. Et il m'a conseillé de revenir le voir, je suis revenu, on a parlé d'une association là, le nom m'échappe un peu, mais c'est pour le tribalisme et autres là. Après, bon, on est resté là et Dieu merci, les choses se concrétisant, on a créé le comité d'action pour le renouveau. Notre âge à l'époque, on était assez jeunes, donc il y avait beaucoup de cadres de ce pays, de toutes les régions, de toutes les ethnies, de toutes les conditions économiques traditionnelles et autres, qui étaient engagés à ses côtés. Et nous, en tant que jeunes, on était prêts, on nous fait courir, et on courait avec beaucoup de plaisir, parce qu'on savait que des résultats étaient possibles. C'est ça qui a créé ma proximité avec Maître Agboibo, que je continue d'admirer malgré la période d'incompréhension qui est toujours des périodes, des fois, incontournables de la vie. Mais moi, je continue, même dans ces difficultés, je continue à l'admirer. Et je souhaite que le Seigneur l'accueille là-bas dans son paradis et qu'il reste là, qu'il sache que la mission n'est pas terminée. Nous sommes allés au FDR, on n'est pas opposé au comité d'action pour le renouveau, encore moins à quelques partis de l'opposition, que ce soit même les partis du pouvoir, avec ce que Maître Agboibo nous a appris, c'est amener tout le monde à comprendre, faire en sorte que la conscience de tout le monde soit si propre que quand on lui parle de quelque chose qui concerne l'intérêt général, il puisse se mettre en mouvement. Et Dieu merci, Maître Agboibo, me semble-t-il, joue efficacement ce rôle. Et moi, je prie qu'il davantage en prenne conscience et joue son rôle. Ce n'est pas devenir président de la République qui est l'essentiel, mais c'est faire en sorte que les Togolais se retrouvent et parlent, aient même conscience de leur
à venir. Et je crois que le pouvoir aussi doit en prendre conscience et que Maître Agbebon doit, parce qu'il est resté pendant longtemps aux côtés de Maître Agbebon dans tous ses secrets. Et j'étais heureux la dernière fois quand on était à notre conseil national la dernière fois et il tirait la révérence, il faisait allusion à Maître Agbebon en parlant de son mentor. Moi, j'étais très fier. Donc vous venez de dire qu'une de ses valeurs cardinales, c'est l'intérêt supérieur de son pays, le Togo. Mais en dehors de ça, quelles étaient selon vous ces qualités personnelles qui ont fait que vous étiez devenu un grand admirateur de l'homme politique? Non, vous savez, moi, je ne sais pas. Mon engagement pour la chose publique a commencé quand j'étais en classe de 3e. À l'époque, le général Eyadema avait fait l'accident de Sarakawa. Moi, j'étais au CEG de Bafilo en classe de 3e. Quand il revenait, il avait des balafres, des blessures sur le visage. Il nous a dit, c'est pour les intérêts du Togo, comme ça on a voulu le tuer. Je vous assure, j'ai versé des larmes. Je dis, comment quelqu'un peut s'engager pour son pays et un autre va vouloir le tuer? Parce qu'il était question de la CTMB, les phosphates togolais. J'ai pleuré et c'est à partir de là. Il faut dire aussi, on avait un directeur du CEG de Bafilo, M. Lawson Pierre, qui avait, entre autres études, éducation civique, c'est-à-dire la chose publique, les grands du monde, du pays, l'histoire de l'indépendance, tout ça. Alors, ça a fait que ma conscience est un peu réveillée. Je me suis intéressé un peu à la chose publique. Mais chemin faisant après, je me suis dit, c'est avec Maître Agbebon qui, à l'époque, droit de l'homme, liberté de parole, liberté d'association, il a posé les bases pour qu'un pays s'émancipe pour tout le monde. Et donc, il n'y avait pas autre chose à faire, quelles que soient les difficultés qui étaient liées à cet engagement. À l'époque, il n'y avait rien d'autre à faire que d'être là-dedans pour son pays, pour son Dieu. Je crois qu'on peut faire tous les sacrifices possibles. Oui, mais puisque vous avez vu aussi en Eyadema Gnassingbé un patriote à la suite de l'accident de Sarakawa, oui. Pourquoi vous n'avez pas fait chemin avec lui? Non, il m'a ouvert les yeux. J'étais jeune, j'étais en classe de 3e. J'ai suivi de près comment les choses se passent, j'ai vu. Et il y a eu après des ratés, donc j'ai suivi, j'ai regardé de près. Il a fait ce qu'il pouvait faire, mais au moment où je m'engageais, ce n'était plus ça. Parce que de 67 à 74, ça faisait combien d'années déjà? Au moins 7 ans. Oui. Après, je suis parti pour revenir en 88. C'est beaucoup d'années également. Le pouvoir, quand on traîne trop au pouvoir, le pouvoir vous abandonne. On fait énormément. Vous qui êtes au devant, quand vous durez trop au pouvoir, on ne vous permet plus de vivre la réalité. Il y a des réseaux qui sont là, qui sont des barrières qui vous séparent de la réalité. Il y a des années 60 et 67, 74, n'est plus le même dans les années 80, encore dans les années 90, il n'était plus le même. Et il y a, plus vous durez au pouvoir, vous vous déconnectez de la réalité. Ça, c'est ça la vie. On va revenir. C'est pour ça que le mandat doit être limité. On va revenir sur ces réalités. C'est pour ça que dans toute démocratie, il y a limite de mandat et puis des contre-pouvoirs. Nous ne l'avons pas connu dans le temps. Maintenant, il y a des contre-pouvoirs qui existent et il faut que ça s'affirme pour que celui qui est au pouvoir soit plus performant. C'est pour ça qu'il y a des contre-pouvoirs. On va revenir à ces réalités politiciennes dans la seconde partie de cette émission. Mais là, je voudrais qu'on arpente un peu dans les méandres des communes du Togo, notamment la commune de Golfe 2 que vous dirigez. Mais d'abord, un opposant de vieille date aux affaires. Qu'est-ce que ça fait comme impression, hein? Parce que, vous l'avez dit, votre parcours est très long. Vous étiez aux premières heures du processus démocratique présent dans les partis politiques. Vous n'avez jamais exercé directement dans l'administration, dans la gestion des collectivités. Subitement, 30 ans après, vous voilà projeté comme maire. La première fois, vous avez intégré le bureau de votre mairie. Comment vous êtes-vous senti? Merci.
Bon, moi, j'étais entré en politique en tant que jeune, prêt à servir. On peut me dire, va ici, va là, cours, faire ceci. C'est comme ça que je suis entré. Je n'étais pas entré dans le but d'exercer une fonction particulière. Mais je me souviens, au lendemain de la conférence nationale souveraine, il était question de faire d'abord les élections locales, après les législatives et enfin la présidentielle. Et à cette époque, je me souviens, on m'a proposé d'être sur une liste des locales et j'ai accepté parce que je sais qu'à la base, il y a du travail parce que la décentralisation, la communalisation, c'est le b.a.-ba du développement de tout pays, c'est la base. Alors, j'avais mon nom sur cette liste-là depuis. Et pas pour jouer un premier rôle, mais pour être les jeunes qu'il faut envoyer par-ci, par-là, parce qu'il y avait de grands responsables du parti qui étaient en tête, ainsi de suite, ainsi de suite. Malheureusement, ça n'a jamais eu lieu. Et après, dans les années 93, j'ai été un peu forcé d'être candidat aux élections législatives. Forcé parce que je ne voulais pas, je ne me sentais pas prêt, je n'avais pas encore la trempe, mais on a voulu que j'y sois là. Peut-être c'est les autres qui voyaient en moi quelque chose. Et j'ai accepté, mais à condition que je sois un suppléant. C'est ce que moi-même j'ai exigé, d'être un suppléant. Je me souviens, il y a des grands frères, des cadres de notre milieu, tout ça qui m'ont convoqué, qui m'ont poussé à être candidat. Je dis non, il y a un autre aîné qui est là, je préfère l'accompagner. On est allé, c'est vrai, dans ma zone, le minimum du score qu'on avait, c'était 90%. Et je dis 90, 70% minimum de l'autre côté. Mais on a gagné. Malheureusement, c'était aussi devenu la période de parti charnière. Parti charnière et la classe politique n'a pas pu comprendre que c'était une occasion en or. Parce que je me souviens, vous le dites tout à l'heure, j'étais jeune, mais Agboibo m'a donné beaucoup de considération. Je me souviens, au lendemain de ces élections, immédiatement, j'étais d'une délégation de 5 personnes avec à sa tête Maître Agboibo. On a fait le tour des grands partis. On est allé voir l'UTD à l'époque, on est allé à la CDPR, on est allé à l'UFC pour leur dire on a engagé le sort de la nation. Dieu merci, on a gagné. Comment on fait pour gérer? Ça, c'est le réflexe le plus humble possible d'un responsable. Il l'a fait. Mais vous avez gâché cette opportunité, cette occasion en or, vous l'avez gâché. Avec beaucoup trop de petits calculs, on l'a gâché et c'est ça qu'on traîne jusqu'à aujourd'hui. Bon, ça c'est le passé, on ne va pas trop le regarder. On doit apprendre de ce passé pour pouvoir avancer. Et je suis très heureux d'être encore dans une formation politique aux côtés d'un des leaders qui traîne cette culture d'ouverture d'esprit, d'humilité, l'intérêt général qui est Maître Aplevon. Et je prie qu'il essaie de contaminer ses collègues de l'opposition pour qu'on puisse avancer. Oui, vous étiez en train de nous rappeler, retracer votre parcours qui vous a conduit à la mairie de la commune. Oui, je suis arrivé à la mairie du Golfe 2 la dernière fois. C'était aussi dans un peu l'impréparation que nous sommes allés aux élections locales, avec cette chance également inouïe qu'on a laissé passer la C14, qui était une structure bénie de Dieu, je dirais, que le pouvoir même en place savait que ça lui permettrait aussi d'avoir une porte de sortie honorable. Ah oui, si la C14 était solide, la sortie de l'ancien système serait une sortie honorable. Malheureusement, par nos petites incompréhensions, nos petits calculs, on a fait voler cet outil que le monde entier admirait, on l'a fait voler en éclats. Et à la fin, il y avait les élections locales. J'ai un peu hésité, il faut être honnête, mais il y a encore que des gens qui ont dit non, on peut être ensemble, on va jouer. Et à la tête de la liste de la C14, j'ai été positionné pour la commune du Golfe 2. Ça a été très difficile, avec beaucoup d'hostilité de nos amis encore de l'opposition, mais Dieu merci, quand la volonté de Dieu est là, il s'exprime. Et c'était un équilibre très, très précaire, mais Dieu merci, on a réussi à être à la tête de la mairie, pas un grand maire, un ponte, Pilate, mais en tant que coordonnateur, et on est là, et on fait l'équilibre pour que ça puisse avancer. Vous évoquiez tantôt l'expérience de la C14, qui est un regroupement de partis d'opposition issus des contestations populaires déclenchées par le PNP, le parti de Tikpi Yachadam. Alors, pour ouvrir une parenthèse, qu'est-ce qui a fait
que vous avez littéralement coulé avec la C-14. Non. Qu'est-ce qui a fait exploser ce navire? C'est le moi, le jeu. Le moi, le jeu. Si ce n'est pas moi, bon, l'esprit d'humilité qui a manqué, c'est tout. Moi, je me souviens que Maître Apeuvon, dès le début de tout ça, a fait le tour de tous les leaders. Moi, Tchipi Atiadam, c'est un ami. Je suis allé le voir à 2 reprises. J'ai amené Maître Apeuvon le rencontrer également à 2 reprises pour qu'on soit ensemble, avant que son mouvement même ne naisse. On l'a vu venir, on est allé le voir avant que son mouvement ne naisse. Dieu merci, quand son mouvement a été créé et est né, il a pris conscience que seul, il a des limites. Et Dieu merci, on est revenus ensemble. Mais venir ensemble, ce n'est pas être ensemble pour être seulement ensemble, c'est être ensemble et travailler pour être ensemble. C'est ça qui a un peu manqué, mais je me réjouis que ça n'a pas manqué chez tout le monde. Il y a certains qui étaient convaincus qu'on devait être obligatoirement ensemble. Je me souviens encore des débats au sein de notre parti, les FDR, quand Maître Apeuvon dit aux manifestations, c'est le drapeau togolais, pas de couleur du parti. Personne n'avait compris, mais ça, il a tenu jusqu'à la fin. Ça a failli même faire en sorte que certains militants se découragent parce que les rivalités morbides comme ça, c'est ce que nous avons génétiquement dans le sang, mais il a voulu qu'on se départisse de ça parce que, ayant vécu toute l'histoire de notre démocratisation, il dit que c'est les rivalités qui nous plombent. Donc, nous, on a tout fait pour que pendant toute la période-là, les couleurs du FDR ne soient pas en relief, mais le drapeau togolais. Malheureusement, ça n'a pas trop tenu. Et les rivalités sont rapidement entrées. Et quand on vient, c'est les compétitions de quelle couleur dominait. Et c'est fini, ça a commencé comme ça. On a vu venir, Exactement, Dr James Samaglo, je me souviens d'une conversation privée que j'ai eue avec vous au sein de votre cabinet médical, puisque je rappelle que vous êtes un chirurgien dentiste de renom. Et à l'époque, la contestation battait son plein et malgré ce vent que vous aviez en poupe, vous disiez à l'époque, il ne faut pas qu'on considère le baobab déjà déraciné. Mais bien sûr. Et vous aviez ajouté que si vous n'étiez pas rattrapé par les travers du passé, que ce mouvement pouvait donner quelque chose. Pourquoi vous étiez si mesuré alors que tout le monde pensait que l'opposition était déjà arrivée Non, c'est-à-dire que... Ce que vous aviez dit, c'est exactement passé. Non, ça c'est... Il y a l'enthousiasme qui est là, mais les leaders doivent être eux plus posés, plus humbles, et ne pas voir seulement les agitations. Ils doivent savoir que l'adversaire politique aussi ne dort pas. Il sait qu'il y a un temps où tout ça là peut passer. Il joue sur ça aussi. Et donc, un leader, ce n'est pas quelqu'un qui est là, qui, à la moindre bruit, il vide sa jarre, comme on dit, parce qu'il va pleuvoir bientôt. Non, c'est quelqu'un de plus prudent, de plus posé. Et moi, quand on fait tous ces mouvements, je fais le tour de la ville en moto pour regarder un peu quelle est l'ambiance. Et même l'adversaire politique, qui n'est pas un ennemi, voit quel est son état d'esprit. C'est en fonction de ça, parce que nous ne faisons pas tout ça seulement pour avoir un pouvoir pour nous. C'est tout le Togo, tous les Togolais qu'on veut prendre en compte. Et quand on dit tous les Togolais, c'est ceux de l'opposition qui se plaignent et ceux qui sont au pouvoir. On croit qu'ils sont heureux, qu'en fait, nous sommes dans les mêmes quartiers, nous avons les mêmes difficultés. Donc c'est tout ce monde-là qu'il faut mettre ensemble. C'est pour ça que un peu de prudence, ça vous permet de mieux cerner les choses et avancer avec beaucoup plus d'assurance. Pourquoi vous n'avez pas contaminé vos collègues avec cette prudence, cette mesure, cette pondération que vous revendiquez là? Bon, ce que j'ai pu partager avec vous, je l'ai partagé avec beaucoup de collègues. Vous êtes un journaliste un peu loin de trucs, mais c'est une réflexion que moi je fais avec tout le monde, qu'on continue de faire. Est-ce qu'il ne fallait pas aller au-delà de la réflexion pour la persuasion? Persuader vos collègues? On l'a essayé, mais bon, moi je crois que peut-être que c'est le temps qui n'était pas encore venu pour qu'ils comprennent. Maintenant, nous sommes dans une situation où tout le monde comprend qu'il y a certaines choses qu'il fallait éviter. Et même le pouvoir. Parce qu'eux aussi, c'est grâce
à l'opposition qu'un pouvoir devient performant. Si l'opposition n'est pas en forme, le pouvoir risque de faire plein d'erreurs. Après, ça le rattrape parce que tout ce que tu fais de mauvais, ça te rattrape. Et s'il y a des garde-fous qui te permettent d'être sur le bon chemin, si le pouvoir a une opposition digne, c'est un pouvoir qui sera performant avec moins de fautes. Et donc, après le pouvoir, il y aura la gloriole, comme on dit. Mais si l'opposition n'est pas en forme, parce que le pouvoir n'est pas seulement là pour faire en sorte que le pouvoir tout le temps trébuche. Non, il doit faire que le pouvoir soit le plus solide possible pour avancer. Et donc, je crois que nous avons appris de notre passé encore récent. Bien sûr qu'on a d'anciennes expériences. Celle-ci est une de trop, mais bon, acceptons que c'est également une expérience. Comme dit Mandela, je n'échoue jamais, mais j'apprends. Nous avons encore appris de l'expérience de la C14 qui a volé en éclats jusqu'à aller aux élections. Avec tout ce que vous êtes des journalistes, tout ce que vous entendez de gauche à droite lié à la crise post-électorale, je crois que c'est également une expérience dont nous devons encore tirer leçon. On n'a jamais fini d'apprendre dans la vie. Mais, comme on dit, trop c'est trop, ça dure trop. Vous étiez donc arrivé à la gestion des collectivités locales, à la mairie, un peu en tant que novice. Comment se sont passés les premiers? Oui, en tant que novice, oui, ça c'est vrai, mais... Novice en administration. Novice dans l'administration. Moi, je suis médecin, j'ai servi au CHU en tant que technicien au bloc, tout ça. Bon, en tant que novice. Mais il y a une chose, il y avait l'engagement. L'engagement de faire en sorte que ça marche. Mais quand le Seigneur veut vous confier une mission, il vous donne également des outils. Moi, j'ai eu cette chance d'hériter au niveau de la commune du Golfe d'une administration qui a une certaine expérience. Une commune, il y a le secrétaire général qui est une colonne vertébrale. C'est un grand fonctionnaire de la République, un secrétaire général d'une commune. Et nous avons eu cette chance dans notre commune du Golfe 2. Notre secrétaire général, c'est quelqu'un d'assez dense, d'assez expérimenté, qui s'est mis à notre disposition. Pour lui, c'est le développement et non les querelles politiques. Le deuxième atout, c'est un conseil municipal. Nous sommes 19 là, conseil municipal avec un équilibre très précaire. Très précaire, nous en étions conscients que l'équilibre est très précaire, donc il faut faire en sorte que cet équilibre-là soit maintenu jusqu'à aller à destination. Et en fonction, nous nous sommes comportés. Je suis médecin, ça m'a aidé. On écoute les gens, on écoute, et on arrive à avancer. Des gens, des fois, désespérés, on arrive à avancer. La deuxième chose, c'est des conseils de presque tous les bords. Il y a l'opposition, il y a le pouvoir, il y a la société civile. Donc, ça nous a permis de faire cet équilibre et on a avancé. Et il faut aussi reconnaître que l'autorité nous a beaucoup accompagnés en termes de formation, accompagnés en termes de conseils. Et tout ça l'a mis ensemble. On a passé 1 an et demi là, sans trop de quoi. Il y a des petites incompréhensions, mais on a avancé. Et au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas parfait, mais nous pouvons dire que nous avons évolué par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, la mission qu'on nous a confiée, on est à même de l'assumer avec beaucoup plus d'efficacité et de résultats. Je vais revenir tout à l'heure sur les rapports que vous avez avec les pouvoirs publics, mais qu'est-ce que vous faites en tant que maire? En tant que maire, nous sommes... vous savez que la décentralisation, la base, c'est d'abord, l'autonomie de gestion. La libre gestion, indépendante, l'autonomie. L'État veut rapprocher l'administration des administrés. Donc, il y a un territoire sur lequel nous avons compétence, gérer librement nos ressources. Il y a un transfert de compétences avec obligation de transfert de résultats. La deuxième chose, c'est le peuple souverain qui nous a confié un mandat. Et dans la décentralisation, il y a une règle de base qui dit le développement du milieu, pas les milieux, pas les populations, pour eux, pour elles-mêmes. Donc, ils sont une pièce maîtresse. Et nous sommes des élus, nous sommes des mandatés, donc avec une obligation de résultat. L'État qui donne le transfert de compétences a obligation de faire transfert de moyens. Donc tout ça l'a mis ensemble. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons l'obligation de développer notre milieu.
Nous avons également l'obligation de représenter l'État central. Nous sommes comme, par exemple, les actes d'état civil. Nous le faisons en tant qu'État. Nous représentons l'État là-bas. Mais pour faire des écoles, pour faire des routes et autres, pour créer des emplois, nous devons nous affirmer. Et maintenant, le grand problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas toujours cette corrélation entre les défis à relever et les moyens disponibles. C'est ça le grand problème. Et c'est à ça que nous nous battons. L'État central doit être à nos côtés, doit nous donner les moyens liés aux compétences transférées. C'est ça, cet équilibre qu'on cherche. Nous ne dirons pas qu'ils n'en font pas, ils nous accompagnent, mais c'est comme l'amour. Quand vous aimez quelqu'un, on veut qu'on nous aime davantage, qu'on nous donne encore plus de moyens pour assumer la responsabilité. Je vais revenir au couac, ça je l'ai mis dans le registre des couacs à développer. Et en tant que pouvoir décentralisé, est-ce que vous reconnaissez aisément vos domaines de compétences, votre domaine de définition? Parce qu'il y a beaucoup d'encadrement pour cette première expérience. Vous avez les préfets juste au-dessus de vous, ou je ne sais, à côté de vous. Vous avez le district autonome. Est-ce que vous arrivez à identifier clairement votre domaine d'intervention? Non. Je crois que le préfet, c'est pour le contrôle de l'égalité. C'est-à-dire, si on pose un acte, est-ce que c'est conforme aux règles, à la loi? C'est ça que le préfet contrôle. Mais il y a certains domaines qui ont été conférés au préfet, par exemple la sécurité. Non, la sécurité, c'est le domaine de l'État, mais nous venons en complément. Ouais. Oui, donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Quand nous sollicitons les forces de sécurité, que ce soit la gendarmerie ou la police, instantanément, ils se mettent à notre disposition. Il n'y a pas d'entrave pour ça. Le préfet, c'est le contrôle de l'égalité. Le ministère de tutelle, là aussi, c'est pour voir ce qu'on fait. Des fois, c'est pour information, des fois, c'est pour approbation. Mais nous n'avons pas encore de problème à ce niveau. Bien au contraire, l'autorité de tutelle et autres, le préfet et le ministre, ils nous accompagnent. Il faut le reconnaître, ils nous ont accompagnés. Nous avons eu 3 ou 4 grandes réunions où les 117 maires, les maires des 117 communes du pays se sont retrouvés, une fois à Sarakawa, une fois à Kara, et puis un grand séminaire à Palimé, pour nous dire nos responsabilités, les tests, l'esprit et la lettre, les expériences, ainsi de suite, avec des experts de haut niveau qui nous ont formés, qui nous ont coachés, et on a pris conscience de certaines choses. Donc, sur ce plan, il n'y a pas de problème. La dernière fois, c'est revenu beaucoup sur les médias que nos budgets n'ont pas été approuvés. N'ont pas été approuvés. Oui, moi je comprends. Il paraît que vous avez fait des budgets fantaisistes. Eh oui, on a voulu le qualifier ainsi, mais en réalité, nous aussi, on n'était pas des enfants, puisqu'on avait des spécialistes dans les structures. Nous avions nos ambitions que nous voulions affirmer aussi. Mais si ce n'était pas le coronavirus qui est venu, ce serait très difficile de dire que nos budgets étaient fantaisistes. Nous, la commune du Golfe 2, c'était un budget que nous avons jugé prudent, sincère et qui tenait la route de toutes les exigences d'un budget. Nous les remplissions. Mais c'est le coronavirus qui est venu compliquer un peu les choses. La seule chose qu'on ne maîtrisait pas, quelle était la part que l'OTR devait nous reverser. Le fils togolais des recettes. Voilà, les recettes de l'OTR, on ne les connaissait pas. Donc, on a un peu imaginé là. Mais ce n'était pas ça le grand problème. Le problème, c'est que nous étions à un début, à un apprentissage, que ce soit au niveau de l'État central ou à nos niveaux, il faut aller et limiter les casses. Je crois que c'est à cette prudence que notre ministre de tutelle constamment nous appelle. Moi, je dois saluer sa capacité d'écoute, parce que quand on va en rencontre avec lui, que ce soit avec le ministre ou le préfet, il y a une forte capacité d'écoute. On ne nous empêche pas de dire ce que nous pensons. Et moi, je ne me suis jamais vu empêcher de dire ce que je pense, et on le dit. Et on a senti que l'accompagnement vient un peu. Peut-être le rythme que nous, on aurait souhaité n'est pas ça. C'est comme quelqu'un qui disait, quand on vous dit, vous mangez quelque chose ensemble, la sauce finie, on vous dit d'aller prendre la sauce. Ce qu'on dit là-bas,
Nous, on veut beaucoup de choses, de toi. On sait qu'on nous accompagne, mais on aurait souhaité que le rythme soit plus avancé. Maintenant, notre domaine de compétences, c'est vrai qu'il y a des conflits, des fois, de compétences. Il y a le grand district, il faut clarifier son domaine de compétences parce que la loi, à des endroits, donne la même compétence aux communes, aux grands districts et à certaines agences nationales. Et donc, il y a un besoin de clarification au niveau de ces compétences pour que la commune assume la responsabilité, si c'est elle qui doit l'assumer avec les moyens afférents. Et donc, tout ça, c'est en cours. Et comme nous sommes en pratique, avec l'expérience, on voit les insuffisances de certaines formulations. On voit les insuffisances de certaines formulations et le ministre en prend conscience, ces grandes agences en prennent conscience, le district autonome qui n'est pas encore complet aussi en prend conscience, nous aussi, et donc ça nous oblige à plus de réflexion objective pour savoir qui fait. Parce que quand il y a conflit de compétences ou la même activité, on la confie à 2 ou 3 personnes, ça veut dire que l'activité, quand il n'y a pas de responsabilité, l'activité n'est pas assumée. Et on ne veut pas en arriver là, parce que la décentralisation, il faut toujours le répéter, c'est une opportunité extraordinaire pour notre pays pour faire basculer tout, dans tous les sens, dans le bon sens pour le développement de notre pays. Mais est-ce que vous êtes surpris de l'appui des pouvoirs publics? Vous l'avez répété plusieurs fois, que vous travaillez en collaboration, mais vous, issus des officines de l'opposition au Togo, cette officine qu'on connaît, est-ce que vous êtes surpris de cet appui? L'idée que vous faisiez de ces responsables politiques de l'autre camp, est-ce que cette idée a changé à l'exercice du pouvoir? La critique est facile, l'art difficile. Nous sommes maintenant, disons, entre griffes aux affaires, au moins dans la commune. Ce qu'on rêve n'est pas toujours la réalité. Mais ça ne veut pas dire que nous ne croyons pas qu'il y a encore plus de moyens à attribuer aux communes. Nous sommes dans le Golfe 2. Une commune, si on donne les moyens, nous avons l'imagination, l'engagement, que ce soit nous les conseillers, les techniciens, agents de la mairie, les populations, surtout la frange jeune de la commune, nous allons faire du miracle dans la commune du Golfe 2, ça c'est sûr. Toutes les autres communes peuvent douter, mais dans le Golfe 2, avec sa taille et ce qui existe déjà, si on nous donne un peu plus de moyens, et ces moyens, moi je pense qu'ils existent, si on nous les donne, tout le monde sera surpris. Ce que moi je sais, c'est que l'argent public à la base disparaît le moins possible. À la base, l'argent public disparaît le moins possible. L'argent public est plus efficace en termes d'utilisation. Il n'y a pas de perte. L'argent public à la base, quand on met 1 million, à la base, c'est 1 million qui va effectivement dans l'activité. Mais quand c'est centralisé, quand on dit 1 million, avant quand ça n'arrive à la base, peut-être vous êtes à 300, à 700, à 800, à 600 si vous êtes performant. Mais à la base, si vous mettez 1 million, c'est les 1 million qui iront véritablement à l'activité. Ça, c'est démontré scientifiquement partout. C'est pour ça que la décentralisation est la meilleure des formules pour le développement. Nous avons opté pour ça. Il faut qu'on nous donne les compétences, plus les moyens et la responsabilité, l'obligation de résultat. Nous allons l'assumer avec la population qui est prête, très engagée, une frange de jeunes qui est prête à tout bousculer sur son chemin pour les bons résultats. Et donc, nous allons y arriver. C'est ce que nous prions l'autorité de faire. Ça, c'est le grand Lomé qui est là. Mais l'intérieur, la tâche est encore plus aride. Je connais des communes qui ont des budgets de 30, 40, 90, 100 millions. Une commune à l'intérieur qui a une superficie qui fait le triple, le quadruple de la commune du Golfe, des villages, des gens là où le besoin de développement est intense. Un budget de 80 millions, on fait quoi avec? On ne fera rien avec, puisque c'est dans ça aussi qu'il y a le fonctionnement. Je crois, comme il y a une décentralisation intégrale, il faut que l'État revoie la structuration, sa structuration fonctionnelle pour dégager des fonds. Nous avons un budget de près de 2 000 milliards, 1 milliard 700 et quelques. Il faut qu'on dégage quelque chose, qu'on donne de vrais sous à chaque commune,
que l'enthousiasme créé par la décentralisation au niveau des populations, au niveau de la jeunesse, au niveau des conseillers, au niveau des techniciens, que cet enthousiasme-là soit entretenu par la disponibilité des moyens et qu'on mette des projets en route et que l'autorité est là, il surveille, ça va avancer. Sentez-vous avoir les mains libres pour exercer vos fonctions ou politiquement, vous avez l'impression que des bâtons sont mis dans vos... Non, moi, je ne dirais pas ça. Nous avons les mains libres. Nous avons les mains libres, mais nous n'avons pas encore la totalité des potentialités, des moyens financiers ou des moyens d'État à mettre à notre disposition pour assumer la responsabilité. Là, je pense que nous n'avons pas encore la totalité. Je le dis, je ne suis pas dans la cagnotte pour voir réellement les difficultés, mais je sais qu'on pense à nous. Je sais qu'on réfléchit intensément à nous. La preuve, c'est que le statut de notre ministre de tutelle a changé. Il est devenu ministre d'État. Et à son ministère, il y a un ministre délégué au développement du territoire. Ça veut dire qu'on pense à nous et mon souhait, c'est que les résultats, comme la surprise des véhicules de fonction, d'autres résultats également sortent très rapidement pour que nous nous engagions davantage et que l'enthousiasme là soit entretenu. Je le dis, pas pour la commune du Golfe 2 seulement, mais pour l'ensemble de toutes les communes, des 117 communes, pour que, après 1 ou 2 ans, parce que j'ai entendu une fois un débat, qu'on m'a dit que le chef de l'État aurait dit, est-ce que nous n'avons jamais construit 117 écoles par an? Si chaque commune pouvait construire une école par an, ça fait 117 écoles publiques, ça. Multiplié par 5, ça fait combien? Et donc, ça veut dire que nous ne sommes pas partout, mais il y a des débats qui se font, qui montrent que bientôt, nous aurons les moyens, plus de moyens pour renforcer, pour raffermir notre engagement et mieux faire ce travail pour que l'autorité lui-même se sente à l'aise, pour que les populations soient convaincues et courent davantage pour se mobiliser pour la décentralisation, parce que la décentralisation, développement du milieu par ses fils pour elle-même. Nous avons nos frères et sœurs dans la diaspora, nous avons nos frères et sœurs de l'intérieur qui sont à Lomé. Tout ce monde-là, quand il y a une école, on veut construire, on dit participation du milieu, 20%. Les frères et sœurs de Lomé peuvent rapidement trouver ces 20%-là à l'intérieur. Si on dit on travaille self-help, les gens vont se mobiliser parce que, pour fierté, votre village aussi aura une école, votre village aura un dispensaire. Ça va mobiliser les gens et il y aura des emplois créés et il y aura le développement du patriotisme, du civisme aussi qui va se renforcer et c'est tout le pays qui va s'en sortir renforcé au bénéfice de qui? De nous tous, des élus locaux, des populations et du pouvoir central. Donc, la décentralisation, c'est une trouvaille, c'est une activité, c'est une période, une trouvaille pour que le pays se retrouve mieux et que la cohésion sociale revienne. Avec ce niveau de collaboration avec les pouvoirs publics, est-ce que vous ne risquez pas de perdre votre langue, ou je dirais même votre fibre opposante? Non, non. Qu'est-ce qui vous reste de l'opposition? Qu'est-ce qui nous reste de l'opposition? Il y a beaucoup de choses qui nous restent de l'opposition. Ici, je suis en position de solliciter. Quand je viens au pouvoir, moi-même, je suis dans la posture d'orienter, de donner une autre impulsion. Quand l'opposition viendra au pouvoir, il y a une autre façon de faire les choses. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ceux qui sont là aujourd'hui, nous ne sommes pas là en tant que maire pour nous opposer à ce que le pouvoir central décide. Non, nous sommes là pour rentrer. Il y a le PND, il y a la politique nationale, régionale. Nous devons nous inscrire là-dedans aussi. Quand le nouveau pouvoir viendra, il aura une approche et mes communes vont s'intégrer également dans cette nouvelle approche. Donc, l'unicité de l'État, quel que soit celui qui est au pouvoir, les communes, ce serait comme ça qu'elles vont se comporter. Donc, moi, personne ne m'empêche de dire ce que je pense. Et quand je ne parle pas, on me taquine pour que je dise ce que je dois dire. Et pour ça, je crois que c'est cool.
À voir de près, est-ce que la décentralisation, finalement, n'est pas un très bon outil de pacification de la vie politique? Le fait que vous soyez obligés de travailler ensemble, déjà au niveau communal, il y a différentes couleurs politiques, et ensuite, vous avez à collaborer avec les pouvoirs publics. Est-ce que ce n'est pas un apprentissage Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'au lendemain de la conférence nationale souveraine, la première élection à faire, c'était les élections locales. Et ça, c'est au sortir d'une assise nationale où tout le monde a réfléchi, voilà les étapes. Mais on a inversé, c'est pour ça. Mais pourquoi justement? Pourquoi cela a été inversé? Vous qui étiez un acteur, même si vous n'étiez pas au premier plan, vous étiez dans l'ombre, vous saviez tout ce qui se faisait. Pourquoi cet engagement n'a pas été respecté? Un pays, c'est toujours l'élite qui doit être à la manette, à la manœuvre. L'élite togolaise a besoin encore de s'engager davantage et de se départir de son intérêt personnel. Depuis la conférence jusqu'à aujourd'hui, le mal dont nous souffrons, c'est la division. L'intérêt personnel égoïste, l'intérêt de petits réseaux, c'est ça qui nous a détruits jusqu'à aujourd'hui. Sinon, on aurait fait les élections locales à l'époque, le pouvoir d'alors serait représenté, l'opposition d'alors serait représentée, on aurait appris à vivre ensemble. Construire une école dans un village où il y a des opposants et des gens du pouvoir, qui va s'opposer? Personne. Au contraire, si vous êtes de l'opposition, vous avez vos relations, vous les amenez. Si vous êtes du pouvoir, vous avez vos relations, vous les amenez. C'est à ça que nous sommes confrontés aujourd'hui au niveau des communes. Alors, moi, je vais parler du Golfe 2 et je crois que c'est ça qui se fait partout. Quand vous êtes là, quand un conseiller est là, un agent de la commune est là, un directeur, quand vous savez qu'il a des relations et vous savez qu'on a besoin de ces relations pour mobiliser pour un projet bien donné, il faut aller le voir, le faire prendre conscience de la chose et le mettre en mouvement. C'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on doit faire. Il faut même des fois aller dans une autre commune, voir un maire, le solliciter, comment essayer de débrouiller pour réussir ceci. Et quand c'est un maire de UNIR ou de l'ANC ou de quel parti FD qui réussit à faire quelque chose, pour aller le voir, on ne tient plus compte de sa couleur politique, on voit ce qu'il a réussi et on veut qu'il, comme il y a un mot maintenant, cerveau, quel est le cerveau qui lui a permis de faire ça, il vous dit ça, et ça se dit en toute honnêteté. Moi, j'ai plein d'amis admirés qui sont du pouvoir comme de l'opposition, qui sont maires, conseillers et autres. Je n'hésite pas à les approcher pour nous aider à nous montrer un peu comment on fait pour atteindre tel ou tel résultat. Bon, vous avez pointé du doigt plusieurs fois l'élite politique, c'est-à-dire que cette élite politique est corrompue. Est-ce qu'elle est virusée? De qui parlez-vous en réalité? Non, toute l'élite n'est pas corrompue. Nous sommes des humains, nous avons nos insuffisances, nos tares, dont on peut prendre conscience et corriger. Je vous ai plusieurs fois parlé de Maître Ampevon, ce n'est pas lui seul qui existe. Ils sont nombreux dans l'opposition à être capables de bouger. Les Fabre sont là, les Adjamagbo sont là, les Gougué sont là. Donc d'où vient le problème puisque ils sont tous là. Maintenant, il faut qu'ils prennent conscience de ce que chacun a pu faire pour qu'on soit dans cette situation. Mais si je reviens à l'exemple précis de l'idée d'organiser, de commencer les élections après la conférence nationale des années 91 par les élections locales. Ça vous nous amenez dans un passé trop lointain. Ça c'est le pouvoir qui n'a pas voulu. Parce que le pouvoir sait que si on fait comme ça, le pouvoir va leur échapper. C'est eux qui, d'une manière ou d'une autre, mais avec notre complicité, bien sûr. Oui, donc c'est le pouvoir qui n'a pas voulu organiser en premier les élections locales. Avec notre complicité. Si on était soudés depuis les années 90, au lendemain des élections, de la conférence nationale, c'est fini. La page togolaise, la crise socio-politique togolaise serait déjà passée. Le pouvoir, l'opposition serait passée plusieurs fois. Le pouvoir, l'ancien pouvoir serait passé plusieurs fois également. Et on serait en équilibre, en train d'avancer. Je ne vois pas comment la division peut vous empêcher de faire tenir une élection ou renverser le calendrier d'une élection. Vous non plus, vous n'avez pas senti la nécessité. Moi, je me souviens des années 90, au moment où le quart
disait qu'il fallait aller à ces élections législatives en 93. Mm. Oui, on était allés, mais certains ne sont pas allés parce qu'ils croyaient que le CAR à l'époque était assez populaire pour ne pas... était trop populaire, il faut l'affronter. L'idéal, c'était de faire boycotter ces élections. Et ils ont tenté de boycotter, mais à l'époque, le CAR avait tellement d'emprise sur les populations, parce que Maître Gbagbo avait son leadership, le travail de terrain était fait également, et on est allé, et historiquement, on a battu, et même des symboles du pouvoir ancien, on les a battus aux élections. Et quand on est revenu, les résultats ne nous sont pas montés à la tête. Humblement, on a fait des délégations pour aller voir les autres. Qu'est-ce qu'on fait? La transition post-conférence nationale ayant échoué, nous avons une autre légitimité. Réengageons cette transition. Mais malheureusement, et moi, justement, vous avez payé un lourd prix à cette participation. Bon, quand on s'engage pour son pays, on peut toujours payer. 93-94. Oui, ce n'est pas un problème. Quand on s'engage pour son pays, il y a des prix à payer, et voilà. Oui, donc, nous, c'est des élections qu'on a perdues. Il y a d'autres qui ont laissé même leur vie, leur bien matériel, ainsi de suite. Nous, ce n'est que des élections qu'on a perdues. Je veux parler du CAR en tant que structure. Ce n'est pas grave. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas pu, les occasions, multiples occasions offertes, on les a laissées se dissiper comme ça. C'est ça qui a été ce qui est un peu dommage. Mais comme la formule est là, Mandela dit « Je n'échoue jamais, j'apprends ». Et donc, nous avons appris une fois, nous avons appris une deuxième fois, nous sommes encore en répétition, nous avons appris encore avec la C14 et puis les élections présidentielles passées. Je crois qu'il est temps qu'on revienne à de meilleurs sentiments parce que nous sommes dotés d'intelligence. Est-ce que votre opposition n'a pas historiquement manqué d'une tête sérieuse? D'une tête sérieuse? Oui, d'un leadership. Non, il y a des leaderships. Quand vous prenez Gbagbo, un leader affirmé. Mais souvent contesté. C'est la division qui crée ces contestations. Si vous prenez par exemple Maître Diapo, c'est un leader affirmé qui a son humilité, qui montre avec courage le chemin à emprunter. Ce qui nous ronge, il le dit. Et ça fait des années. Et je me souviens, c'est à cause de lui, si c'est Maître Diapo, l'espoir est permis. C'est des gens de l'opposition qui ont dit ça le concernant. Bon, mais la contestation vient de vous aussi. Vous êtes journaliste, vous avez suivi notre cheminement avec, exactement. Par exemple, avec le FDR. Le CAR aussi a contesté les autres. Quand, par exemple, Edem Kodjo a été désigné candidat unique de l'opposition pour la présidentielle de 93, vous avez combattu? Non. Nous étions à une époque où nous étions candidats pour des élections à 2 tours. C'est ce qu'on a cru. Et il y a un des leaders importants, Gilles Christ en l'occurrence, qui a été rejeté. Nous disons les élections qu'on voulait organiser dans les années 90, c'est pour la pacification du pays. Il faut que tout le monde... On va revenir sur ce sujet. Il faut que tout le monde y prenne part. Oui. On a mis Gilles Christ de côté. Nous, au cas de manière souveraine. Certains peuvent dire que c'est une erreur, mais on a dit on ne va pas mettre quelqu'un dehors pour entretenir l'agrégère entre nous. Je vais vous relancer sur cette question passionnante, de même que les stratégies que vous avez pour mobiliser les moyens et développer vos communes. Mais ça, c'est dans la seconde partie de New World Forum que nous allons suivre juste après cette nouvelle édition du journal sur votre chaîne préférée. À très bientôt.